Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Serge Attia est l'invité du goût d'entreprendre, fondateur de Proxydélis, acteur du bio dans le sud-ouest mais aussi à l'international. Manger sain, manger bio, des valeurs qui vous sont chères. Jean-Marie Ferrenbach, bonjour. Bonjour Doris. Vous êtes un des référents éthiques sur Radio Présence. Première question à Serge Attia. Je dois dire que j'ai entendu parler plusieurs fois d'éthique ou de valeurs et je me suis tout de suite éveillé en me disant, nous aurons beaucoup à dire, certainement vers nos auditeurs. La première question qui vient à partir de ce que vous avez dit, vous avez évoqué la notion d'une charte de qualité qui était pour vous importante pour votre entreprise. Est-ce que c'est une charte qui vous est spécifique ou qui appartient à votre profession ou une partie de la profession? Et quelles sont ces caractéristiques principales selon vous? Et comment interfère-t-elle avec, l'ensemble du marché, peut-être avec les fournisseurs et vos clients aval? Alors, je dirais qu'au départ, on est parti du cahier des charges de l'agriculture biologique, aujourd'hui qui est un cahier des charges officiel. Et ensuite, nous avons rajouté des notions de RSE, donc responsabilité sociale, sociétale et environnementale, pour nous approprier un cahier des charges qui va respecter, on va dire, des règles d'approvisionnement, du respect aussi du bien-être de l'animal. Donc quand, en l'occurrence, nous vendons des viandes, il est important qu'il y ait un respect du bien-être de l'animal. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous insistons fortement. Et ensuite, effectivement, le deuxième axe, c'est la provenance dans les produits élaborés, la provenance des produits. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, trouver dans certaines régions des fois des produits qui se disent être de la région, sauf qu'en fait, l'ensemble des ingrédients ne viennent pas du tout de la région, ils viennent parfois de très loin, et ensuite, ils ne sont uniquement transformés dans leur dernier maillon dans la région. Vous réalisez aussi une bonne partie de votre chiffre d'affaires à l'export, en Asie, au Moyen-Orient, en Chine. Ça représente combien d'ailleurs sur votre chiffre d'affaires Alors, à aujourd'hui, ça ne représente pas beaucoup, ça représente une dizaine de pourcents. Ouais. Par contre, c'est amené à se développer, puisque en fait, les démarches à l'export, parce que nous sommes sur du grand export, les démarches sont relativement longues, il ne faut pas être pressé. Et donc, à terme, je pense que ça représentera, à l'horizon des 5 ans, à peu près la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, ça veut dire que le bio se vend bien, le bio français ou les produits sous label se vendent bien à l'étranger? Alors, je dirais qu'ils se vendent bien, tout dépend des législations des pays. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la Chine, il est quasi impossible aujourd'hui d'exporter un produit bio en Chine, parce qu'il faut que des auditeurs chinois à qui vous payez le voyage viennent auditer votre production et l'ensemble des ingrédients qui interviennent dans la production. Alors, je vais prendre un exemple. Si on prend l'exemple du lait en poudre, bio pour bébé, il y a une entreprise à Bordeaux qui a été certifiée parce qu'il est simple de voir où est-ce que se produit le lait et ensuite de voir comment il est transformé en lait en poudre. Donc là, relativement simple. Par contre, quand vous avez des produits plus élaborés, par exemple des biscuits, des barres céréales sur lesquels vous avez 5, 10, 15 ingrédients. Il faut savoir que pour que ce soit certifié bio par le gouvernement chinois, savoir que l'auditeur doit aller dans chacune de ses productions. Ah oui, donc ça peut prendre beaucoup de temps et donc coûter beaucoup d'argent. C'est ça. Sauf que le marché aussi chinois, pour prendre cet exemple, n'est pas aussi mûr que le marché français ou européen sur la consommation des produits bio. Aujourd'hui, ils ont d'autres préoccupations. Ils ont des scandales alimentaires quasiment tous les mois. Le dernier est sur la viande de porc. Il y a, en fin d'année, c'était celui sur la viande de bœuf avariée qui avait plus de 2 ans de DLUO, de durée de vie dépassée. Donc, ils ont des scandales très régulièrement. Et aujourd'hui, la préoccupation des Chinois, c'est d'abord d'avoir une traçabilité, une qualité des produits et être sûr de ce qu'ils consomment. Donc, avant d'être uniquement sur des critères que nous, on peut avoir, où on avait déjà des produits de qualité. En plus, on voulait effectivement des produits issus de l'agriculture biologique. Donc, il faut que selon les marchés, effectivement, nous, on puisse s'adapter. Et là, pour finir sur l'exemple de la Chine, on est plutôt avec des produits du sud-ouest. Donc des produits dont nous, en sud-ouest, on n'a pas conscience de la valeur qu'ils ont parce que c'est normal pour nous, on les consomme au quotidien. Sauf qu'à l'étranger, ces critères de terroir, de produits du terroir. Oui. Voilà, de terroir, de valeur, de gourmandise, de gastronomie ne sont pas de mise partout. Donc il est important qu'on puisse faire savoir
un peu partout dans le monde que le Sud-Ouest, voilà, en France, ça existe et qu'on a un excellent patrimoine culinaire. Jean-Marie, une autre question à Serge Attia. Oui, alors, j'imagine que tout ce qui est traçabilité, suivi, etc., vous le maîtrisez parfaitement. Ça fait partie de vos obligations pour répondre à ce que vous venez de dire. Mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous souhaiteriez nous faire partager avec les auditeurs? Par exemple, comment recrutez-vous? Qu'est-ce qui motive vos collaborateurs pour venir travailler avec vous? Vous êtes une petite entreprise, donc c'est une démarche d'engagement, je pense, pour les personnes qui viennent travailler avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans votre entreprise et qu'on a envie d'y rester? Alors, je dirais qu'il y a deux notions. Il y a la notion de savoir-faire et la notion de savoir-être. La notion de savoir-faire, on l'a pas. Mais la notion, on va dire, de savoir-être, ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Je dirais qu'une personne qui viendrait avec un très bon savoir-faire, mais qui n'aurait pas le savoir-être, clairement, reste à la porte. C'est-à-dire que je ne vais pas engager des personnes qui n'ont pas une bonne éthique, qui n'ont pas un bon fond et qui n'ont pas envie de travailler dans une équipe de manière constructive. Donc, si vous voulez, on peut tout à fait donner des techniques à quelqu'un qui n'y connaît rien. On peut tout à fait, nous, lui donner le savoir-faire si il a un bon état d'esprit. Par contre, si on part d'un mauvais état d'esprit et que la personne a un savoir-faire, à aujourd'hui, clairement, la personne ne rentrera pas dans mon entreprise parce que je me dois aussi d'être garant vis-à-vis des personnes qui sont là de ce savoir-être et il est très important qu'on puisse filtrer des personnes qui ne seraient pas empreintes de bonnes intentions au fond d'eux-mêmes. Et de maintenir la cohésion de votre équipe. Tout à fait. Et qui ne seraient pas aussi capables, par exemple, d'aller plaider la bonne cause auprès des enfants. C'est-à-dire quelqu'un qui me dirait, moi, par exemple, je veux être uniquement commercial, mais moi, demain, aller animer une école pour expliquer aux enfants ce qu'est l'agriculture biologique ou les produits du Sud-Ouest, ça ne m'intéresse pas. Je dis, écoutez, on n'a rien à faire ensemble, clairement. Donc, il est important que ce message, on puisse le faire passer. Il faut qu'on soit soi-même engagé, qu'on ait des collaborateurs engagés qui puissent transmettre ce message. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors ces valeurs, j'imagine que vous les partagez avec d'autres entrepreneurs en France et je crois savoir que vous êtes affilié, adhérent à ce CJD dont on parle quelquefois. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots du CJD? Il me semble que c'est intéressant aussi pour les auditeurs. Le Centre des jeunes dirigeants. Voilà, donc effectivement, le Centre des jeunes dirigeants a plus de 75 ans d'existence. C'est une association de jeunes dirigeants. Alors avant, ça s'appelait l'association des jeunes patrons. Le nom a changé parce que le mot patron, depuis notamment mai 68, c'était pas terrible. Donc on a changé le mot en dirigeant et c'est simplement une association de 4500 membres en France. Donc une centaine d'associations dont j'ai été le président de 2012 à 2014, localement à Toulouse, qui a pour but de réunir des jeunes dirigeants, comme le nom l'indique, autour de valeurs. Donc nous sommes une association totalement apolitique. Et ces dirigeants, l'une de nos valeurs principales, c'est l'économie au service de l'homme. Donc je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole avec mes collaborateurs, et je leur dis tous les jours, cette entreprise, mon entreprise, n'a de valeur que d'homme. Ce ne sont pas que des mots? Ce ne sont pas que des mots, c'est la vérité. Vous pourrez venir le constater dans mon entreprise, dans les entreprises JD. C'est des chartes et des valeurs qui sont affichées sur les murs et sur lesquelles, derrière, on se doit de respecter ça parce que aujourd'hui, dans une entreprise comme la mienne, qui a une douzaine de salariés, je dirais que cette entreprise n'arrivera à passer des paliers et à croître que parce que les hommes et les femmes seront engagés dans cette entreprise et la feront réussir. C'est absolument pas l'empreinte. Alors, il peut avoir l'empreinte du dirigeant, mais le dirigeant est bien seul. Donc, il y a quand même l'ensemble des collaborateurs qui, aujourd'hui, tous les jours, œuvrent pour la réussite de l'entreprise. Et je leur dis tout le temps que cette entreprise n'a de valeur que d'homme. Au CJD, vous avez un rôle pédagogique également important, que vous jouez d'ailleurs auprès des jeunes, des enfants. Alors, le rôle pédagogique, on l'a à plusieurs niveaux. On l'a d'abord à notre niveau, parce que le métier de dirigeant, ça ne s'apprend pas à l'école. Et donc, on attache une grande importance à la formation. Et donc, d'abord, on vient au CJD très humblement pour se former dans le métier de dirigeant et s'entraider.
Et après, effectivement, on a un rôle d'évangélisation, c'est-à-dire d'aller dans les écoles pour expliquer ce qu'est ce métier d'entrepreneur. Et il m'est arrivé d'aller dans des écoles dites de commerce, dans lesquelles on se dit qu'on pourrait former des entrepreneurs. Et quand on faisait des réunions, il y avait des fois moins d'étudiants qu'il y avait d'intervenants. Et qui, pour la plupart, regardaient leur ordinateur pendant les interventions. Et oui. Et pourtant, c'est encore arrivé. Je ne citerai bien sûr pas les écoles concernées, mais c'est encore arrivé. Voilà. Donc, si vous voulez, on a encore beaucoup de travail pour expliquer aux jeunes tout l'intérêt d'être entrepreneur. Jean-Marie, une dernière question à M. Attia. Oui, alors cette dimension pédagogique et cette notion d'économie au service de l'homme, vous dites c'est pas facile. Mais finalement, vous avez quand même l'impression que ça marche. Mais il est évident que de nos jours, je me demande comment on peut faire autrement. C'est-à-dire clairement, si on ne donne pas du sens à nos collaborateurs, qu'on ne leur explique pas où est-ce qu'ils vont et quelle est l'empreinte qu'ils ont au quotidien dans leur organisation, je me demande comment font les entreprises qui ne font pas comme ça. Il faut qu'aujourd'hui, pour créer une motivation, chaque personne comprenne l'importance qu'elle a dans une organisation. Donc, et le sens de ce que la personne fait, où elle va et comment elle y va et dans quel but. Si les personnes ne comprennent pas ça, les personnes ne peuvent pas être engagées dans une entreprise. Où à ce moment-là, on arrive à des notions, comme on dit, de plus en plus de présentéisme. Les gens sont là, mais bon, pourquoi ils sont là ? Dans les PME, on n'a pas ce luxe de se dire, on a des gens qui font du présentéisme. On est obligé d'avoir des personnes qui comprennent le sens de ce qu'ils font, en leur donnant une vision, en leur faisant partager cette vision et leur faisant partager la stratégie. Donc, la mise en œuvre de ces valeurs n'est pas une utopie. Absolument pas. Et c'est même, je dirais, aujourd'hui pour le CJD ou mon entreprise, une manière de manager, une manière de coacher au quotidien qui est indispensable parce que le dirigeant est seul au monde. Et aujourd'hui, si on a envie de mettre son entreprise en position d'agilité, il est important que les décisions puissent être partagées. Et comprises. Et comprises, ensuite, et intégrées. Merci beaucoup, Serge Attian. On rappelle l'adresse de votre entreprise, l'adresse Internet. C'est www.proxidelis.fr. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Merci à vous, Jean-Marie Ferrenbach. Et merci à vous également de nous écrire entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.